Le libre arbitre. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Les humains sur Terre ont une très forte tendance à penser de manière polarisée, noir ou blanc, oui ou non, tout ou rien, comme un parfait exemple d'un concept basé sur la dualité de la façon dont la réalité fonctionne. Un exemple clair de ceci est la façon dont le problème du libre arbitre est abordé sur Terre. Soit le libre arbitre existe, soit il n'y en a pas, alors que la vérité est beaucoup plus difficile à définir car, comme pour tant d'autres choses, ce n'est pas noir ou blanc, c'est gris. Le fait qu'il n'y ait pas de libre arbitre ou qu'il y en ait un, dépend davantage du niveau de conscience ou d'ouverture d'esprit du sujet qu'il étudie, et des données avec lesquelles il travaille. D'un point de vue inférieur, moins étendu, le libre arbitre existe et indéniablement, parce que nous pouvons empiriquement voir comment n'importe quel sujet, n'importe quelle personne, peut choisir de faire une chose ou une autre, ou emprunter une voie et pas une autre. Ainsi, le premier niveau d'étude du libre arbitre nous montre qu'il existe, puisque n'importe quelle personne, n'importe quel sujet peut simplement choisir de faire presque tout ce qu'il ou elle veut. Mais si vous remarquez mes derniers mots, j'ai dit, presque, tout ce qu'il ou elle veut, et c'est ce « presque » qui nous amène au niveau suivant, où nous commencerons à étudier le libre arbitre de plus près. Le fait que le sujet puisse presque faire ce qu'il veut, signifie qu'il existe des circonstances de la vie quotidienne, physiques et circonstancielles, qui dicteront ce qu'il est possible de faire et ce qui ne l'est pas, en fonction de la position du sujet au moment de la décision. Ce que je veux dire, c'est que si un sujet se réveille un matin, et soudainement décide d'aller nager dans l'océan, mais qu'il vit à Kansas City, il lui sera presque impossible de le faire avant d'avoir effectué une série d'étapes préalables qui sont nécessaires pour rapprocher le sujet de l'océan, avant qu'il ou elle ne puisse nager dans l'océan. Sauf si le sujet est milliardaire et possède un jet privé, ce qui me permet d'illustrer mon propos, à savoir que tout ce qui est possible, et donc le libre arbitre, dépend des ressources et des circonstances qui entourent le sujet, et qui ne sont pas égales pour tout le monde. Un autre exemple plus simple est le désir d'acheter quelque chose. La capacité du sujet à satisfaire ses désirs et ses besoins, le libre arbitre, dépendra directement des circonstances et des ressources du sujet, et ce de manière tout à fait évidente. Avant d'aller plus loin, il existe un autre point de vue sur le libre arbitre, et c'est le concept de destin, plus théologique ou religieux, où la vie du sujet est déjà écrite et gravée dans le marbre, donc il ne fait que vivre comme s'il regardait un film, ou même si ce qui va se passer ensuite est inconnu du sujet, c'est déjà préétabli et immuable. Dans ce concept plus religieux, il n'y a pas de libre arbitre, il n'existe pas. Ce concept religieux contient beaucoup de vérité, mais ce n'est pas si simple, comme nous le verrons plus loin, car il ouvre une grande boîte de Pandore, ce qui suscite beaucoup de controverses, en particulier lorsqu'on le relie au concept de péché et d'expiation, et de punition pour les mauvaises actions, parce qu'aucun sujet ne devrait être puni ou subir des conséquences pour avoir fait des choses qui échappent à son contrôle. Des choses qui ont été planifiées par une puissance supérieure, qui se jouerait du sujet comme d'une simple marionnette, de manière très sadique et cruelle la plupart du temps. Au moment où j'écris ce texte, le mot sadique est apparu comme le numéro 666 dans mon texte ici, intéressant, mais je m'écarte du sujet. Continuons, nous sommes tous soumis à nos circonstances et à nos possibilités, et celles-ci sont la conséquence de nos décisions antérieures, bonnes et mauvaises, même si, au moment où nous les avons prises, nous avons toujours pensé qu'il s'agissait du meilleur choix possible disponible, compte tenu des données dont nous disposions à l'époque. Donc cela signifierait que nos possibilités, à tout moment de notre vie, dépendent principalement des conséquences de nos décisions antérieures, que nous pouvons planifier à l'avance, comme une série d'étapes que nous pouvons prévoir et nécessaires à accomplir, avant que nous puissions atteindre le but ultime souhaité. Cela signifierait alors que nous ne disposons pas d'un libre arbitre total et ultime, comme l'aurait le Dieu théologique ou la source elle-même, et que nous n'aurions qu'une quantité limitée de libre arbitre, qui dépend des limites et des règles du domaine existentiel dans lequel nous vivons, et dans lequel nous avons accepté de nous incarner. Et le simple fait que, en tant qu'âme, nous ayons accepté de nous incarner dans l'un ou l'autre monde et dans ces royaumes existentiels, avec des règles physiques limitées, aurait dépendu des circonstances que nous avions en tant qu'âme.
Et quelles circonstances auraient ces âmes, celles qui dicteraient où elles s'incarneront ensuite, seraient leurs idées, leurs concepts et leurs attachements à celles-ci, ce qui se traduirait également par leurs désirs, leurs besoins et leurs souhaits. Pour en revenir à la question du libre arbitre, du point de vue d'une personne ayant une incarnation, une expérience dans le monde physique, il existe encore un autre ensemble de facteurs et de limitations fortement contraignants, qui interfèrent profondément avec la capacité de tout sujet à prendre des décisions. Les humains, comme c'est le cas avec d'innombrables autres espèces, ont un inconscient et un subconscient très forts, qui malheureusement dictent le comportement, les réactions et les réponses émotionnelles de n'importe quel sujet, et à un niveau très profond. Cet inconscient et ce subconscient peuvent être considérés comme une série ou un ensemble de réponses programmées, un peu comme celle d'un ordinateur avec l'algorithme de type « si, alors, sinon ». Comme dans un ensemble programmé de comportements qui surviennent et sont exécutés automatiquement, lorsque la bonne circonstance ou le bon déclencheur apparaît, ces réponses préprogrammées apparaissent même contre la volonté consciente du sujet, qui peut même être en lutte constante contre elles, succombant souvent aux réponses préprogrammées, réduisant fortement son libre arbitre. Un exemple de cela, les réactions émotionnelles déclenchées ou de comportements, qui ont été programmées dans l'inconscient ou le subconscient du sujet, à la suite d'expériences répétitives et de leurs résultats, et qui peuvent être très fortes, et plus encore lorsque ces réactions automatiques ont été programmées dans le corps et l'esprit de l'individu à la suite d'expériences traumatisantes, comme le syndrome de stress post-traumatique l'illustre. Et où ces réactions automatiques sont très difficiles à surmonter et à remplacer pour l'esprit conscient de l'individu, réduisant encore plus fortement sa capacité à disposer d'un véritable libre arbitre. Même si j'ai utilisé des exemples forts de réactions préprogrammées inconscientes et subconscientes, notre corps et notre esprit sont en proie à d'innombrables programmes mineurs, certains plus forts que d'autres, mais qui, combinés, ont également un impact très fort sur notre capacité à avoir un libre arbitre. Tous ces programmes que nous acquérons dans nos vies au fur et à mesure que nous les vivons, et dans le cadre de notre processus d'apprentissage normal, comme par exemple nos réponses et nos programmes sociaux. Passons au point suivant. Comme je l'ai décrit dans mes vidéos sur les champs télépathiques, beaucoup de nos pensées et de nos émotions ne sont même pas les nôtres, beaucoup ne sont pas nés de nos expériences et de nos processus de pensée personnels, mais sont plutôt le résultat de ce que nous captons dans le champ des pensées et des émotions partagées. Des pensées, des idées et des émotions qui sont partagées par toutes les âmes, incarnées ou non, qui ont la même vision et interprétation de la réalité, ce qui signifie qu'elles détiennent la même fréquence et vibration existentielle, qui à son tour manifeste et façonne le domaine existentiel dont elles font toute l'expérience. Cela signifie que beaucoup de nos pensées et de nos émotions ne sont pas les nôtres, mais qu'elles sont captées par la proximité avec d'autres personnes qui se trouvent dans un état émotionnel et vibratoire similaire à celui que nous avons. Ceci est expliqué en détail dans mes vidéos sur les champs télépathiques, mais ce que je veux dire, c'est que si nous partageons des pensées, des idées et des émotions que nous pensons être les nôtres et qui ne le sont pas, alors nous prendrons toutes sortes de décisions avec ces données partagées qui ne sont pas les nôtres, surtout lorsqu'elles sont chargées d'émotions. Car elles provoquent des réactions qui ne sont pas logiques, puisqu'elles sont basées sur ce qui fait se sentir bien plutôt que sur ce qui est nécessaire, entravant ainsi notre capacité de libre arbitre. Lorsque nous pouvons détecter, remarquer et réaliser quelles pensées, idées et émotions ne sont pas les nôtres, et que nous les captons du champ télépathique ou de la soupe dans laquelle nous nous trouvons, et surtout des personnes qui nous sont proches. Plus nous pouvons contrôler nos pensées et plus nous pouvons être sûrs qu'elles sont les nôtres, ou du moins que nous sommes d'accord ou que nous acceptons celles qui ne le sont pas, et que nous captons du champ télépathique dans lequel nous sommes immergés, plus nous exerçons notre libre arbitre. Cela signifie se connaître soi-même, et avoir un bon contrôle sur ses réactions. Plus nous avons un cadre solide, plus nous pouvons passer outre la soupe télépathique d'idées partagées dans laquelle nous sommes, et plus nous pouvons exercer notre libre arbitre. Approfondissons encore plus dans les idées et les concepts hautement métaphysiques, bien que nombre d'entre eux aient été scientifiquement et empiriquement prouvés par des cultures et des sociétés interstellaires très avancées, comme conséquence des vols interstellaires et de la manipulation et du saut de lignes temporelles, qui proviennent également ou sont étroitement liés à la capacité de la culture à être interstellaire. Ce qui signifie avec elle, la capacité de voyager dans l'espace plus vite que la lumière. Le temps n'est vécu que comme la conséquence de la conscience de notre propre existence, comme la conséquence d'être conscient et éveillé,
Il n'a donc pas de véritable linéarité ni de véritable valeur constante pour tout le monde, ce qui devient l'un des facteurs les plus malléables à prendre en compte lors d'un voyage interstellaire. Comme le reconnaissent d'innombrables cultures et sociétés interstellaires, il existe une quantité infinie de lignes de temps et un nombre infini de situations dans chacune d'elles, qui existent toujours et sont indestructibles. Le passé, le présent et le futur, et tout ce qu'ils contiennent existe toujours, y compris toutes les possibilités alternatives et les variations de tous les événements de chacun d'entre eux. La ligne de temps n'est pas une chose isolée, elle n'est pas isolée des autres lignes temporelles, car une ligne de temps, comme son nom l'indique, est une ligne dans le temps, une série d'événements qui se produisent ou arrivent linéairement, l'un après l'autre, et qui n'existent qu'en tant que conséquence de la conscience qui l'anime, au fur et à mesure qu'elle fait l'expérience des événements fixes qui s'y déroulent. Ou la conscience qui façonne sa ligne de temps, choisira ce qu'elle expérimentera, parmi d'innombrables possibilités de situations et de résultats déjà existants, et elle choisira ce qu'elle veut à travers la fréquence et la vibration de ses pensées et de ses émotions, qui manifestent la ligne de temps qu'elle expérimente comme sa réalité extérieure illusoire, et qui n'est qu'un miroir de ce que le sujet est. Dans cette réalité, tout ce qui a existé, existe et existera, est déjà là, dans le grand cosmos, et en tant que manifestation intemporelle de la plus grande source dont tout fait partie. Toutes les choses, tous les lieux et toutes les situations existent toujours, intégralement avec toutes leurs infinies variations, et ils existent en tant qu'instantanés fixes et non animés qui n'entrent dans la conscience du sujet avec une âme, qui fait l'expérience de chacun d'entre eux, simplement en devenant une correspondance vibratoire avec chacune de ces situations. Toutes les choses, situations et lieux du grand univers, sont toujours là et sont combinés dans une séquence par l'action des sujets dotés d'une conscience et d'une âme, une séquence qui forme une ligne de temps et lorsque deux ou plusieurs âmes, ou points d'attention de la source, détiennent la même vibration, ce qui signifie qu'ils partagent les mêmes accords, alors nous avons une ligne de temps collective. Cela signifie que du point de vue le plus étendu, celui de la source elle-même, tout existe toujours, simplement parce que la plus grande source opère d'un point de vue inclusif, non duel et intemporel. C'est notre niveau de conscience et d'éveil, ce que nous savons et ce que nous pouvons voir, traiter et comprendre de la réalité, qui dictera la part de tout ce qui existe déjà que nous pourrons manifester dans notre expérience de vie. C'est pourquoi la croissance spirituelle est si importante, et pourquoi la stagnation ici fait qu'une âme devient piégée dans un royaume existentiel, simplement parce qu'elle s'est attachée à des idées préconçues, qui sont celles qui forment, manifestent et façonnent la réalité dont une telle âme fera l'expérience. Observer et étudier de nouvelles idées, plus étendues, et remplacer les anciennes par des idées meilleures et plus complètes, est l'une des parties les plus importantes pour pouvoir grandir spirituellement et dans notre niveau de conscience, et avec cela, être capable de prendre le contrôle de ce que nous voulons manifester et expérimenter dans notre vie. Dans le champ télépathique le plus étendu dans lequel nous sommes immergés, les personnes qui nous influencent le plus, en partageant leurs pensées et leurs idées que nous pensons plus tard être les nôtres, ne sont autres que des versions alternatives de nous-mêmes, d'autres variantes de qui nous sommes, et qui vivent et expérimentent ce que nous pourrions appeler des réalités parallèles. C'est parce que ce sont eux qui sont les plus proches de nous, vibratoirement parlant. Après tout cela, nous nous heurtons encore à un autre problème avec le libre arbitre, et il est relatif au fait d'avoir une incarnation limitée dans un royaume existentiel physique, ou ce que notre âme a planifié pour sa prochaine incarnation, d'un point de vue intemporel, donc en étant capable de prévoir ce qu'elle vivra pendant sa prochaine incarnation, entrera en conflit avec les besoins et les désirs de son moi incarné. Ce problème est expliqué en détail dans mes vidéos sur le fait que les choses ont une signification différente, selon le côté où l'on se situe, entre les valeurs de toute chose et situation vues du point de vue d'une âme qui se trouve dans l'espace entre les vies, et la signification de la même chose ou du même événement, vu du point de vue de quelqu'un qui vit dans un corps physique biologique. Cela signifie que nous finissions par entrer dans le domaine de la signification de la souffrance, par exemple, ou ce qu'une âme non incarnée veut, c'est une expérience forte, voire traumatisante, pour pouvoir poursuivre sa croissance spirituelle à travers les stimuli de la résistance, alors que cette même âme peut ne pas vouloir faire l'expérience de ces difficultés et souffrances, pendant qu'elle est incarnée dans le physique, dans un corps biologique. Cela signifie que l'âme d'une personne planifie sa prochaine incarnation, sachant délibérément ce qu'elle vivra et expérimentera dans sa prochaine incarnation,
parce qu'elle se trouve dans un état et dans un lieu où le temps n'est pas linéaire, et qu'elle peut donc voir et planifier à l'avance, contrairement à ce que cette même âme expérimente lorsqu'elle est en vie. Ce qui fait que l'âme devient ainsi une sorte de victime d'elle-même, alors qu'elle est incarnée dans un corps biologique, et qu'elle a donc l'idée illusoire d'un temps linéaire. En conclusion, et de mon point de vue, la quantité de libre arbitre dont chacun d'entre nous dispose, dépend directement du niveau de conscience et d'éveil de chaque âme, et de la manière dont elle peut être en accord avec son propre cadre. Cela dépend du degré de congruence qu'elle peut avoir avec elle-même, avec son éthique et ses valeurs personnelles. Le libre arbitre véritable et absolu ne serait réalisable qu'au niveau de la source, qui opère hors du temps, hors des distances et hors de la dualité. À mon avis, il n'y a pas de vraie réponse à la question de savoir si le véritable libre arbitre existe ou non, car il sera différent pour chaque sujet, pour chaque âme, où certains peuvent avoir plus de capacité à avoir le libre arbitre que d'autres, et cette capacité dépendrait directement de l'éveil de sa conscience et du niveau de compréhension de chaque sujet et de chaque âme. C'est encore un cas où vous devez chercher la réponse par vous-même, et pour vous-même, et être responsable de cette décision et de ses conséquences. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir likée, de l'avoir partagée et de vous être abonné pour en savoir plus. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.